Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue au cœur de notre rendez-vous, la chaîne des métiers. Frédéric Sens, diplômé universitaire, il exerce depuis plus de 10 ans en EHPAD et en cabinet libéral en utilisant la musique comme vecteur de soins et de communication, notamment auprès des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, d'enfants dyslexiques ou autistes, de femmes enceintes aussi et d'aidants. Il travaille en collaboration avec des professionnels de santé tels que des kinésithérapeutes, ostéopathes, psychologues ou bien encore des psychomotriciens. Frédéric Sens est musicothérapeute clinicien basé à l'Union, près de Toulouse, que je salue. Bonjour Frédéric. Et bonjour. Bienvenue Frédéric. La première question que l'on pose, elle paraît simple, mais elle permet parfois de développer énormément une activité. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier de musicothérapeute ? Oui, tout à fait. Mon métier consiste tout simplement à soigner. Alors je soigne avec un outil très particulier. C'est l'outil de la musique, un outil thérapeutique. Là où la médecine traditionnelle soigne les maux physique avec des médicaments, par exemple un mal de tête est soigné par un Doliprane. En tant que professionnel de la santé mentale, psychique et émotionnelle, je soigne l'humain. Donc j'utilise la musique comme outil thérapeutique de mes séances. Grâce à la musique, je travaille sur 5 grands domaines. La santé cérébrale, la communication, les émotions, la motricité et les habiletés sociales. Donc en fait, la musicothérapie, c'est une pratique de soins, comme la psychologie, comme l'orthophonie, comme la psychomotricité. Une pratique de soins reconnue à l'échelle mondiale et étayée par de nombreuses études scientifiques. Cependant, le métier de musicothérapeute en France n'est pas encore réglementé et donc la plupart des gens ne connaissent pas encore très bien la musicothérapie. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie, Frédéric, de devenir musicothérapeute ? Et puis ce qui va surtout nous intéresser, c'est de découvrir votre parcours pour y arriver, parce que vous n'avez peut-être pas fait ça dès le début de votre ou de vos carrières. Bon, au début de ma carrière, j'ai fait de l'alimentaire, j'ai tenté de plusieurs voies. Mais j'avais une grande passion depuis tout petit, c'est la musique. Avec l'idée d'essayer un jour d'en vivre. Parce que vivre de sa passion, c'est quand même très motivant. Et c'était pour moi une sorte de rêve. Vivre de ma passion, vivre de la musique, vivre dans cet univers que j'adore. Et puis, j'ai fait la rencontre, peut-être 25 ans maintenant, du soin. Parce qu'en fait, je me suis dit, vous savez, le matin, on a toujours du mal à se lever. Et moi, quand j'étais jeune, je me disais, mais j'ai du mal à me lever. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce soit plus agréable ? Eh bien, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je me suis dit, je vais me lever pour les autres. Parce qu'en se levant pour les autres, je me lève plus pour moi. Il se trouve que c'était une super idée, parce que s'occuper des autres, se lever pour les autres, et ça je le dis à tous les jeunes qui peuvent nous écouter, eh bien ça nous revient. C'est-à-dire que c'est un moyen également de s'occuper de nous. Et aujourd'hui, je me suis bien occupé de moi. Je me suis bien soigné, parce que pour être soignant, il faut être à la hauteur, pouvoir affronter tout ça. C'est un métier qui me fait grandir encore aujourd'hui. Grandir tout le temps. Donc finalement, j'ai eu une bonne idée. Donc c'est la rencontre entre ma passion, la musique, et ma passion d'aider les autres. Finalement, je fais le métier de musicothérapeute depuis peu au niveau du diplôme, 10 ans à peu près. Mais je le prépare depuis plus longtemps que ça sans le savoir. C'est juste l'alliance de ma passion pour la musique et du soin. Ça veut dire que vous êtes à l'origine musicien, Frédéric, et pour devenir musicothérapeute, il a fallu donc vous former. Quelles sont les formations disponibles aujourd'hui pour devenir musicothérapeute ? Oui, alors pour être musicothérapeute, il faut faire un diplôme universitaire de musicothérapie qui dure en moyenne, au minimum 3 ans. Moi, je pense que de toute façon, il faut quand même une expérience très solide dans le soin aussi, et il faut surtout une expérience dans la musique conséquente.
composer, improviser, connaître les différents éléments de la musique, parce que comme c'est notre outil de soin, on en connaît les spécificités. Et puis il y a également dans la formation un travail bien évidemment en psychologie, en psychopathologie. On va apprendre un petit peu tout ça, et donc voilà, c'est ça qui est très très intéressant. Ça se prépare. Moi voilà, c'est parce que j'ai démarré très très tôt que j'ai pu réaliser finalement ce métier. Alors il y a une question qu'on pose qui est la deuxième. On pose souvent cette question et on s'aperçoit que la réponse est toujours un petit peu la même. On nous dit il n'y a pas d'habitude. À quoi ressemble une journée type dans votre métier ? Est-ce que c'est possible de savoir à quoi ressemble cette fameuse journée où Frédéric chaque matin se lève pour les autres ? Alors une journée type, non, parce que c'est vrai que les journées, mes patients sont des enfants. Principalement. Je reçois aussi quelques adolescents. Comme j'aide les adultes également, j'aide les aidants, ce qu'on appelle les aidants familiaux, parce qu'eux aussi ont besoin d'aide. Et les soignants, je fais de la formation pour les soignants. Donc je reçois des adultes et j'aide les seniors. Donc moi, ma patientèle va de 9 mois à 102 ans actuellement. Donc c'est très large. Donc mes journées ne se ressemblent pas. Il y a quand même une diversité importante. Je prépare mes séances, bien évidemment, à l'avance. Ça, c'est très important de le dire. Il y a tout un travail en amont, parce qu'en fait, je ne fais pas des séances comme ça, inventées la veille. Non. Je m'intéresse au parcours de soins global de mes patients. C'est-à-dire que je contacte les autres professionnels, je lis les évaluations, j'essaye de déterminer des objectifs complémentaires. Je vais vraiment pousser pour apporter vraiment une valeur ajoutée à ma prise en charge. Donc j'arrive avec des instruments, avec, c'est très varié, hein, des guitares, des harpes, des tambours, des micros, de la percussion, des pianos. J'emmène tout. Quand ils viennent à mon cabinet, j'ai le studio d'enregistrement. Donc ça, c'est très sympa pour travailler la voix, pour s'écouter, pour s'entendre. Donc en fait, ça dépend de mes séances. Les séances, elles peuvent être individuelles, collectives et parfois familiales. C'est-à-dire que je fais intervenir la fratrie ou alors les parents ou les grands-parents, selon les besoins en fait. Donc en fait, je mène des séances de musicothérapie diverses et variées dans ma journée. Allez, on va dire le matin, séance individuelle, l'après-midi, séance collective. Et au milieu, il y a des bilans, il y a plein de choses. Selon vous, Frédéric, et vous avez déjà un petit peu partiellement répondu à cette question, quelles sont les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine, sachant que je rajoute que vous parlez de patients et votre activité serait considérée, ou est-elle considérée, c'est plus une question, comme un élément paramédical? Alors, moi je parle de patients parce que je suis musicothérapeute clinicien, c'est-à-dire que j'interviens dans un cadre clinique. Le musicothérapeute ne travaille pas seul. En réalité, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Donc moi, les professions avec qui je travaille, c'est des neuropsychologues, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, principalement. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude, et des neurologues, quand je m'occupe par exemple d'un malade de Parkinson. Je fais rentrer ma démarche dans un cadre clinique, avec des objectifs cliniques. C'est pour ça que moi, j'utilise le mot de patient. Ce sont mes patients. Au Canada, on utilise le mot de client. Donc voilà, moi, j'ai pas de souci avec ces termes-là. Donc oui, ce sont mes patients. Donc ce sont des compétences techniques, un savoir-faire spécifique et surtout les qualités humaines, Frédéric, j'imagine, puisque vous devez rencontrer, je le pense, par rapport à ce que vous nous expliquez, des situations relativement parfois, voire souvent, très difficiles. Oui, tout à fait. On est dans l'humain, on est au cœur de l'humain, parce que la musicothérapie, c'est également, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une forme de psychothérapie médiatisée par la musique. Et comme on est thérapeute, on est musicothérapeute, on doit être préparé, avoir déjà pas mal avancé sur son parcours de soins personnel. Pourquoi ? Parce qu'on est à même d'être en face de personnes qui vont nous raconter des histoires. Et comme nous, les humains, nous sommes des éponges, eh bien, nous ramenons toujours quelque chose à la maison. Donc, il faut faire attention de bien prendre soin de soi, de savoir parfois aller essorer l'éponge, si je puis dire, pour, mieux soigner. Mais effectivement, il faut de l'empathie, il faut de l'écoute, une véritable écoute active, de la bienveillance. Est-ce qu'on peut considérer qu'un jeune qui nous écoute
aura les facultés, est-ce que c'est lié à un parcours de vie, qu'à un moment donné on se dise bah oui, moi j'ai peut-être 25 ans mais j'ai vécu des choses et donc cette empathie je l'ai naturellement, ou est-ce que vous pensez qu'il faut avoir déjà un certain âge, une certaine maturité pour pouvoir être efficace dans votre métier? Non, moi je crois en la jeunesse. Je pense que voilà, il y a des psychologues, moi je côtoie des psychologues qui sont jeunes, qui démarrent leur carrière. Alors bien évidemment, moi au départ j'étais musicothérapeute débutant. L'important je pense que c'est de faire les choses consciencieusement. Et après, effectivement, aujourd'hui à 48 ans, c'est sûr que je suis un musicothérapeute beaucoup plus expérimenté. J'étais déjà très très bon un peu plus jeune, mais c'est sûr que j'ai beaucoup appris avec la maturité. Mais je crois beaucoup en la jeunesse. Je pense qu'on peut se lancer là-dedans et de toute façon, on apprend sur le terrain. On apprend tous les jours et on apprend sur soi. On apprend à être juste et parfait. C'est ça. On essaie. On peut pas être parfait, mais on essaie. Votre métier, et vous l'avez dit, cela fait 10 ans maintenant par rapport au diplôme. Est-ce qu'il a évolué ces dernières années et quelles sont les opportunités qu'il offre aujourd'hui? Le métier de musicothérapeute n'est pas encore réglementé. En France, parce qu'attention, dans certains pays comme aux États-Unis, au Québec, en Suède, en Argentine, le métier est réglementé. On a pas mal de retard en France, j'ai l'impression, en matière de santé mentale, mais on avance. Alors, le métier évolue parce que moi, j'ai réussi à remplir mon cabinet avec des bons résultats, avec des jolis bilans, avec des choses bien faites et du bouche à oreille. Donc, je dirais que ça avance à ce niveau-là, petit à petit, sur les réseaux. Et on en parle de plus en plus. Ça n'évolue pas trop au niveau national. C'est quand même très lent et très compliqué à mettre en place. Alors vous parliez évidemment d'empathie et j'ai eu l'occasion d'écouter, puisque nous enregistrons un podcast, vous-même vous podcastez Frédéric avec des expériences et j'ai en tête une dame que vous interrogez et qui dit que vous avez réactivé ses souvenirs d'enfance, de jeune fille. Je crois même qu'elle avait été Miss de sa région et je trouve évidemment les petits podcasts que vous faites qui sont très courts, qui sont des tranches de vie très touchants, très forts et je pense que c'est un excellent moyen justement pour bien faire comprendre l'impact de votre métier. Comment vous est venue l'idée d'enregistrer vos patients et de les diffuser? C'est vrai que l'idée m'est venue, c'est-à-dire que les personnes âgées en séance, je trouvais le musicothérapeute s'intéresse au son et au son en général. Et quand je les interrogeais, je trouvais leur voix très très basse, avec un volume très bas. Il faut souvent répéter pour que les autres entendent. Et je me suis dit, mais attends, tant qu'à leur donner la parole, autant qu'on les entende. Et j'ai commencé à me dire, mais tiens, et si je ramenais un micro, je vais amplifier leur voix. Et j'ai commencé à amplifier leur voix en direct. Et du coup, il y a eu un impact incroyable, c'est que les soignants qui étaient derrière ou d'autres résidents ont pu se dire, ah mais on entend quelque chose là. Tiens, j'avais pas entendu ce détail dans la voix de madame. Ou ils sont devenus audibles. Et je me suis dit, et pourquoi pas les enregistrer sur des séquences courtes, simplement parce que c'est pour que le public soit en quelque sorte une petite souris pour donner une image de ma séance, un audio de ma séance. Pour faire rendre compte au grand public de ce qu'on peut emmener. J'ai décidé de les enregistrer, je trouve que c'était pas mal. Vous parliez de personnes qui ont entre 9 ans et 102 ans. J'ai le souvenir d'avoir écouté également un petit module d'un enfant dont vous expliquez qu'il ne parlait pas et qu'à travers la musique et la chanson en particulier, vous lui demandiez de répéter des paroles de chansons et in fine, eh bien cet enfant qui ne parlait pas à chanter. Tout à fait. Alors ça, c'est l'autisme. L'autisme, en fait, les enfants autistes ont différentes formes de langage. Et lui, il a une forme de langage qui s'appelle l'écholalie. C'est-à-dire qu'il parle, mais en fait, il ne répète que ce qu'il entend. C'est-à-dire que si vous lui dites « ça va », il va répondre « ça va ». Si vous lui dites « comment tu t'appelles », il va répondre « comment tu t'appelles ». Il répète systématiquement ce qu'on dit. Il ne prend pas l'initiative de parler. Et donc, l'idée a été de le faire répéter l'alphabet. Je me suis dit, tiens, je vais tenter de voir son niveau scolaire un peu, où il en est. Je lui ai fait répéter l'alphabet, je lui ai fait répéter les jours de la semaine. Et puis j'ai commencé à lui faire répéter des mots qu'il n'emploie jamais, pour voir comment juste pour l'évaluer. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, et si je lui faisais répéter les paroles d'une chanson de soprano? Eh bien, on est parti sur ça. Et ça a collé parce qu'en fait, je l'ai fait répéter. Et au fur et à mesure, après en studio, j'ai enlevé ma voix. Et j'ai collé les petits bouts de sa voix. Et on a l'impression que cet enfant
chante le couplet. Et en fait, effet garanti, parce que quand on l'a fait écouter, quand on a écouté finalement le résultat, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions, et notamment de la part des parents qui ne l'avaient jamais entendu parler quelque part. Donc en ça, ce projet a été une réussite. Et les adolescents, on sait que c'est une période difficile, l'adolescence. La colère, les non-dits, et à la suite du Covid, on a vu à quel point il y avait un rebondissement énorme sur le mal-être des adolescents. La musicothérapie chez les ados, via Frédéric Sens, ça ressemble à quoi ? Moi, tout simplement, les ados, la musique, les ados et la musique, c'est très lié. C'est vraiment un outil qu'ils utilisent tous les jours. Souvent, ils aiment ça. C'est rare de trouver un ado qui aime pas la musique, qui a pas ses goûts. Donc, les ados ont beaucoup de choses à dire et ne savent pas toujours comment le dire. L'idée, c'est de créer un espace thérapeutique, une sorte de bulle entre la vie en société. On n'est pas les parents, on n'est pas l'école. C'est une bulle. Donc, il suffit de créer une relation de confiance. Et allez, un exemple. Mais moi, j'ai une adolescente qui voulait parler à son papa. Elle avait envie de lui dire des choses. Elle adorait le rap. Alors, on a fait un rap, parce que c'est parti de là. On a écrit un rap pour son papa, qu'elle ne lui a jamais fait écouter. Mais ça nous a permis à nous de travailler sur des choses profondes, des choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Alors je l'ai aidée par ce simple biais. On a fait une instru, on est parti sur un rap et du coup ça permet de s'exprimer autrement. La musique, c'est vraiment s'exprimer autrement. Quel a été pour vous le moment le plus marquant de votre carrière et les conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans cette profession, Frédéric ? Moi, le plus marquant de ma carrière, c'est tous les jours. Une de mes spécialités, c'est la personne en fin de vie. Donc, j'ai assisté à de très nombreuses fins de vie. Ça, c'est très marquant. Parce que j'ai appris à m'en protéger, c'est-à-dire à ne plus le vivre comme si c'était ma grand-mère qui décédait, parce que ces gens-là, je les côtoie tous les jours. Ça devient des proches en quelque sorte. Il faut apprendre à se protéger entre l'affect que tu vas leur donner, mais en même temps ne pas en souffrir lorsqu'ils partent. J'ai appris à le faire après des centaines de départs. Donc je dirais que ça c'est marquant. Ils m'ont énormément appris. Ma séance leur a permis d'être mieux, d'améliorer leur quotidien, de partir parfois avec une grande sagesse. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas, ces personnes, c'est qu'ils m'ont énormément donné en retour. C'est pas rien d'assister à des centaines de fins de vie. Et ça me donne l'énergie de traiter les enfants aujourd'hui. Parce que je sais où ils vont. Ils sont au départ, il faut leur donner les armes. Il faut leur donner les bases. Donc ça, c'est vrai que c'est très marquant émotionnellement. Au quotidien, on est dans l'humain. Donc la séance d'hier, par exemple, était géniale. Enfin, toutes les séances sont incroyables. C'est d'une richesse incroyable. Pas dans le portefeuille, mais dans le cœur, dans la tête. C'est une richesse incroyable de travailler dans l'humain. C'est une question qu'on ne pose pas dans ce podcast, mais vous me l'avez servi sur un plateau. Est-ce que vous arrivez à gagner correctement votre vie avec ce métier de musicothérapeute ? Alors, je répondrai naturellement non. Non. Je gagne ma vie. Effectivement, je gagne ma vie, j'ai réussi à développer beaucoup d'interventions. Je facture moyennement, mais c'est quand même un coût pour les patients. C'est pas remboursé, c'est pas réglementé, donc etc. Je gagne ma vie, mais voilà, juste. Mais ce que je voudrais dire aux jeunes, si jamais on entend mon message, c'est que c'est pas l'essentiel. Bien sûr, c'est important de gagner sa vie parce qu'il faut payer ses factures, il faut payer sa vie. Mais ce n'est pas l'essentiel. Il y a d'autres richesses à aller chercher pour une vie, plus apaisée. Et moi, je crois que la mienne aujourd'hui, elle est pleine de maturité, elle est apaisée parce que j'ai cette richesse-là, qui n'est pas financière. Donc, il n'y a pas que la richesse financière. Les conditions de travail, tout ça, c'est très important parce que on travaille tous les jours et qu'il faut que ça nous plaise. Il faut qu'on ait le besoin d'évoluer, la possibilité d'évoluer. Donc, je dirais aux jeunes, oui, ok, l'argent, c'est très, très bien d'en gagner, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Vous nous parliez de votre studio d'enregistrement, mais aussi des instruments de musique. Est-ce que c'est un investissement important financièrement ou est-ce que finalement c'est progressivement qu'on s'équipe ? Est-ce qu'il y a le kit du musicothérapeute de base qui existe ou pas du tout ? Ça c'est compliqué. C'est progressivement. Au début j'ai démarré avec une petite valise de percussion, des maracas, mais je crois que c'est progressivement, vraiment progressivement. Moi ce que j'ai fait c'est que à chaque fois que c'était les soldes, j'allais chercher des instruments. Voilà, j'allais pas les acheter à un autre moment. J'ai essayé d'optimiser pour essayer à chaque
fois de les avoir le moins cher possible, parce qu'effectivement, ça a un coût petit à petit. Ce rendez-vous est déjà fini, Frédéric, ça passe très très vite. Et nous avons quand même passé du temps ensemble parce que vous êtes évidemment passionnant. Et la dernière question, c'est celle que vous redoutiez le plus, mais je crois que vous y avez réfléchi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous pourriez nous recommander ? Car la chaîne des métiers nécessite d'avoir des maillons, et à chaque fois différents. Qui nous proposez-vous ? Alors moi, c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi. Au départ, j'ai dit tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui bossent, parce que chaque métier peut être passionnant. Ça dépend ce qu'on y met dedans. Chaque métier peut être passionnant. Alors j'ai réfléchi à une jeune femme qui pour moi est peut-être à interviewer. C'est une jeune femme qui s'appelle Julie, que vous rencontrerez peut-être, et qui a monté son école de yoga, le laboratoire du prana. Merci Frédéric pour votre temps, merci pour ce conseil, on attend ces coordonnées que vous allez pouvoir nous transmettre prochainement. Frédéric Sens était notre invité, vous pouvez taper sur Google pour le trouver très 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 facilement, vous tapez Frédéric Sens, S-A-N-S, et vous trouverez plein d'informations, y compris évidemment des vidéos sur YouTube, et vous allez découvrir également les petits podcasts dont je vous parlais. Et vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous conseiller également un professionnel qui vous passionne pour que nous puissions en parler ici dans la chaîne des métiers. À très bientôt. Merci d'avoir écouté la chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.